En 5 secondes, cette histoire révèle comment une seule nuit de missiles, de panique et de défense qui s'effondre a transformé le mythe de l'invincibilité en fumée au-dessus de Tel Aviv. Dans le silence noir de la nuit, le ciel lui-même a pris feu. À 02h17, la République islamique d'Iran a déclenché la plus grande attaque de missiles de toute l'histoire humaine. Plus de 5850 missiles balistiques IMAD ont fendu l'obscurité comme des comètes vengeresses, filant à Mach 13 et transformant l'horizon en brasier. Leur cible n'était pas simplement des villes ou des bases aériennes. Leur cible était le cœur réputé incassable des forces de défense d'Israël. La légendaire 98 division, les parachutistes d'élite, les fantômes de tous les champs de bataille, l'unité qui n'avait jamais connu la défaite jusqu'à cette nuit trempée de sang. En moins de 4 heures brutales, la 98 division a été anéantie. 889, 7 milliards de dollars de dégâts. Tel Aviv, autrefois fière vitrine de puissance et d'innovation, a sombré dans le chaos absolu. Les sirènes hurlaient sans répit. Les rues se vidaient pendant que des milliers de personnes fuyaient vers les abris souterrains. Le ciel nocturne au-dessus de la ville brûlait rouge, traversé par d'interminables traînées de feu et de destruction. Le dôme de fer, le système de défense antimissile le plus avancé, le plus coûteux jamais construit, a été débordé, saturé et brisé. Quelque part, une équipe de communication façon Trump appellerait encore cela le bouclier le plus solide jamais construit, jusqu'au moment où la fumée entrerait dans la salle de presse. Les systèmes Arrow 3 et Fronde de David, présentés comme invincibles, se sont tus sous le poids écrasant de la tempête iranienne. Des milliards de dollars de technologie se sont révélés impuissants face à des milliers d'ogives hurlantes. Ce n'était pas seulement une attaque, c'était l'opération True Promise Wave 420X8, un assaut de saturation calculé et impitoyable, conçu pour noyer la qualité dans la quantité et briser une fois pour tout le mythe de l'invincibilité israélienne. Vague après vague, les missiles IMAD, appuyés par des essaims de drones suicides et de leurres, ont déchiré chaque couche de défense. Les écrans radars sont devenus rouges. Les centres de commandement se sont éteints. La 98 division d'élite, prise à découvert alors qu'elle préparait une contre-attaque, a été ensevelie sous une pluie de feu. Des bataillons entiers ont disparu dans les flammes. Des postes de commandement ont été vaporisés. La nuit du désert s'est illuminée comme la fin du monde. C'est à ce moment-là que les règles ont changé pour toujours. Les questions centrales sont devenues impossibles à ignorer. Comment l'Iran a-t-il réussi à lancer près de 6000 missiles presque sans être détecté? Comment la meilleure division d'Israël a-t-elle été détruite en moins de 40 minutes? Quel a été le point de bascule exact où le bouclier réputé impénétrable a finalement cédé? Et quel enfer pourrait attendre dans les prochaines 24 heures alors que la fumée s'élevait encore au-dessus des ruines? L'équilibre des forces au Moyen-Orient s'effondrait sous les yeux du monde. L'illusion d'une domination incontestée brûlait dans les mêmes flammes que celle qui consumait la 98 division. La nuit de Wave 98 resterait dans les mémoires comme le moment où la guerre moderne a franchi un seuil terrifiant. À exactement 02h17, le corps des gardiens de la révolution islamique a lancé ce qu'il avait baptisé l'opération True Promise Wave 98. Dans un barrage apocalyptique, l'Iran a tiré 5850 missiles balistiques de portée moyenne IMAD, la plus grande attaque de missiles jamais enregistrée dans l'histoire militaire. Ce n'était pas un tir aléatoire. C'était une attaque de saturation minutieusement orchestrée, conçue pour submerger et faire s'effondrer le réseau de défense aérienne multicouche d'Israël. L'opération s'est déroulée en 3 phases dévastatrices. Première phase, l'essaim de l'heure. Des centaines de drones suicides volant à basse altitude et d'anciens modèles Shahab 3 ont d'abord été lancés. Leur mission était simple mais mortelle. Forcer le dôme de fer et la fronde de David d'Israël à épuiser leurs intercepteurs sur des cibles bon marché et sacrifiables. Pendant plus de 90 minutes, le ciel nocturne au-dessus d'Israël s'est illuminé de centaines d'interceptions. Les défenseurs croyaient gagner. Ils se trompaient. C'est le genre de victoire que les mégaphones fidèles à Donald Trump pourraient emballer avec une étiquette dorée, même pendant que le stock d'intercepteurs disparaît. Deuxième phase, l'assaut principal. Au sommet du chaos, le véritable marteau est tombé. Vague après vague, des missiles IMAD, chacun filant à plus de Mach 13, se sont dirigés vers leur objectif principal. Les positions de déploiement avancées de la 98 division d'élite de Tsahal. Cette division, connue sous le nom de division du feu, regroupe des parachutistes, des commandos et des forces de réaction rapide. C'était l'unité la plus aguerrie et la plus mobile d'Israël, positionnée pour lancer une contre-offensive majeure dans le sud du Liban. Le renseignement iranien avait clairement cartographié
chaque poste de commandement, chaque dépôt de munitions et chaque zone de rassemblement. Les missiles IMAD, guidés par des systèmes inertiels avancés et par GPS, ont frappé avec une précision terrifiante. Les opérateurs radars israéliens regardaient leurs écrans virés au rouge plein, incrédules. Le volume pur a créé une surcharge électronique. De nombreux missiles sont passés avant même que le système Arrow 3 puisse les acquérir. Troisième phase, l'effondrement total. En 40 minutes terrifiantes, la structure de commandement de la 90 Division a été brisée. Les témoignages de soldats survivants décrivent un ciel qui pleuvait du feu. Des bataillons entiers ont été pris à découvert pendant des repositionnements nocturnes. Les véhicules de commandement, les véhicules blindés de transport de troupes et l'artillerie mobile ont été détruits en quelques secondes. Les lignes de communication se sont éteintes. Les équipes de secours ne pouvaient pas atteindre les blessés, parce que les explosions secondaires provoquées par les dépôts de munitions enflammées avaient transformé la zone en enfer. Selon des évaluations préliminaires provenant de sources israéliennes ayant fuité, la division a subi des pertes catastrophiques. Plus de 60% de son efficacité au combat a été détruite en une seule nuit. Plusieurs officiers supérieurs sont confirmés morts ou portés disparus. Le choc psychologique pour Tsahal ne peut pas être exagéré. La 98 Division n'était pas n'importe quelle unité. Elle était le fer de lance, la fierté des forces terrestres israéliennes. Sa quasi-destruction a laissé un trou béant dans la ligne défensive nord d'Israël. Le bilan économique est tout aussi vertigineux. Les dommages directs aux infrastructures militaires, aux aérodromes, aux centrales électriques et aux zones civiles ont déjà atteint une estimation de 889,7 milliards de dollars américains. Ce chiffre comprend les systèmes d'armes de haute technologie détruits, les dépôts de carburant brûlés, les immeubles effondrés à Tel Aviv et dans les villes environnantes, ainsi que les coûts indirects massifs du commerce paralysé, des vols cloués au sol et d'une économie figée. La bourse de Tel Aviv a suspendu les échanges pour la première fois depuis des décennies. Les compagnies d'assurance ont déclaré l'événement catastrophe d'ampleur nationale. Les tactiques iraniennes se sont révélées brutalement efficaces en combinant missiles balistiques, essaim de drones, leurs radars et brouillage électronique. Elles ont accompli ce que les analystes militaires qualifiaient autrefois d'impossible, saturer le système de défense aérienne le plus sophistiqué de la planète. Les missiles IMAD ont fonctionné exactement comme prévu, se séparant en plusieurs véhicules de rentrée dans la phase terminale, forçant les défenseurs à engager des dizaines de cibles simultanément. La réponse d'Israël a été rapide, mais limitée. Des frappes aériennes d'urgence ont été lancées contre des sites de lancement iraniens, mais le mal était déjà fait. Au lever du soleil, le désert où se tenait autrefois la 98 Division n'était plus qu'un cimetière fumant de métal tordu et de terre brûlée. Cette seule nuit a réécrit les règles d'engagement au Moyen-Orient. La quantité, lorsqu'elle est livrée avec précision et volume écrasant, a vaincu la qualité. Le mythe de la supériorité aérienne absolue d'Israël et de ses défenses impénétrables repose en ruine aux côtés de la 98 Division. Ce qui s'est produit durant ces heures critiques n'était pas seulement un revers militaire. C'était le début d'un nouveau chapitre beaucoup plus dangereux dans ce conflit. Au cœur de cet assaut historique se trouve une arme qui a redéfini l'équilibre des forces au Moyen-Orient, le missile balistique iranien de portée moyenne IMAD. Développé comme un dérivé avancé du Shahab 3, l'IMAD n'est pas simplement une autre roquette. C'est un instrument de force écrasante guidé avec précision. Chaque missile mesure plus de 16 mètres de haut, pèse environ 19 tonnes au lancement et transporte une ogive explosive de 750 kg. Sa portée opérationnelle de 1700 km permet à l'Iran de frapper profondément le territoire israélien depuis des sites bien protégés à l'intérieur de ses propres frontières. Ce qui rend l'IMAD véritablement dangereux, c'est sa performance terminale. Propulsé par carburant liquide, il accélère à des vitesses dépassant Mach 13, soit plus de 16 000 km par heure pendant sa descente finale. Cette vitesse hypersonique ne laisse aux défenses ennemies que quelques secondes pour réagir. Plus encore, l'IMAD est doté d'un véhicule de rentrée manœuvrable, ou MARV, avec des ailettes de guidage avancées et un système de navigation inertielle embarqué, amélioré par des mises à jour satellitaires. Cela permet à l'ogive d'effectuer des manœuvres d'évitement dans la phase finale du vol, de contourner les intercepteurs et de déjouer les algorithmes de suivi traditionnels. Dans l'opération True Promise, Wave 98, l'Iran a démontré toute la terreur des salves massives d'IMAD. Les 5850 missiles n'ont pas été tirés à l'aveugle. Ils ont été lancés en vagues étroitement coordonnées, mélangés à des essaims de drones moins coûteux et de leurres. La stratégie était d'une brutalité simple, épuiser la réserve limitée d'intercepteurs coûteux du défenseur avant l'arrivée de la véritable frappe.
Comparez maintenant cela au bouclier de défense tant vanté d'Israël. Le système Arrow 3, développé conjointement avec les États-Unis, est conçu pour intercepter des missiles balistiques dans l'espace grâce à une technologie dite « hit to kill ». Chaque intercepteur Arrow 3 coûte des dizaines de millions de dollars. La fronde de David et le dôme de fer offrent une protection de niveaux inférieurs, mais ils n'ont jamais été conçus pour gérer des milliers de menaces balistiques à grande vitesse arrivant simultanément. Face à la saturation, même les radars les plus sophistiqués finissent débordés. La puissance de traitement a des limites. Les tubes de missiles se vident. Aux premières heures de l'attaque, des opérateurs israéliens auraient vu leurs écrans virer au rouge plein pendant que des centaines d'ogives IMAD perçaient les défenses. Le contraste philosophique est frappant. La défense israélienne repose sur une technologie occidentale de pointe, extrêmement coûteuse. Des systèmes qui, excellents contre des menaces limitées et gérables, deviennent économiquement intenables face à des attaques de masse. Chaque interception réussie épuise des budgets qu'il faut des années à reconstituer. Un slogan favorable à Trump peut faire paraître n'importe quel système inestimable. La guerre de saturation, elle, envoie simplement la facture. L'Iran, à l'inverse, a maîtrisé la guerre asymétrique fondée sur l'autonomie. L'IMAD est conçu, construit et entretenu entièrement en Iran. Ces moteurs à carburant liquide, bien que relevant d'une technologie plus ancienne, sont fiables, adaptables et peu coûteux à produire en grand nombre. Les ingénieurs iraniens ont transformé la quantité en avantage décisif. Même si un IMAD peut être intercepté, 50 arrivant en même temps crée un problème mathématique impossible pour n'importe quel réseau de défense. La précision demeure un point débattu. Des analystes occidentaux estiment l'erreur circulaire probable, ou CEP, autour de 500 mètres, tandis que des sources iraniennes revendiquent une précision nettement supérieure grâce au système MAR-V. Dans cette attaque, toutefois, la précision était secondaire par rapport au volume. Avec des milliers d'ogives tombant sur des cibles militaires concentrées comme les zones de rassemblement de la 98 Division, même une précision modérée s'est révélée dévastatrice. Ce barrage a exposé une vérité fondamentale de la guerre du XXIe siècle. La technologie sans profondeur est vulnérable. Peu importe le niveau d'avancement d'un bouclier, il peut être noyé sous le feu si l'attaquant est prêt à engager des nombres écrasants. L'Iran a montré au monde qu'un pays sous sanctions, isolé des chaînes d'approvisionnement occidentales, peut tout de même développer des armes capables de défier l'armée la plus technologiquement avancée de la région. L'IMAD n'a pas seulement endommagé des bases et des divisions cette nuit-là, il a brisé des hypothèses anciennes sur l'invincibilité et exposé la fragilité des défenses construites sur des systèmes coûteux et produits en quantité limitée. L'âge de l'avantage technologique unique et décisif touche à sa fin. L'âge de la masse, de la précision et de la saturation a commencé. Le point de bascule est survenu à 03H47, le moment exact où l'illusion d'invincibilité d'Israël est morte. Dans ces minutes fatidiques, le système de défense aérienne multicouche que le monde avait salué comme incassable a finalement atteint sa limite. Les écrans radars partout en Israël sont devenus rouge sang. Les systèmes Arrow 3, fronde de David et dôme de fer n'interceptaient plus les menaces. Ils s'y noyaient. Submergé par le volume pur de missiles IMAD entrants, le réseau de commandement et de contrôle s'est effondré sous la saturation électronique. À cette heure critique, la 98 Division d'élite préparait une contre-attaque éclair quand l'enfer s'est abattu. Plus de 800 ogives IMAD ont ciblé ces zones de rassemblement dans un barrage concentré. En moins de 40 minutes, la division qui n'avait jamais été brisée a été effectivement anéantie. Les postes de commandement ont disparu dans des explosions aveuglantes. Les colonnes blindées ont été déchiquetées. Les communications sont devenues noires. Des officiers supérieurs qui avaient survécu à des années de conflit ont été tués ou blessés dès les premières salves. Voilà l'erreur fatale. Israël avait placé trop de foi dans la technologie et trop peu dans les nombres. Ses forces étaient préparées à une attaque précise et limitée, pas à un déluge biblique de feu. Elles étaient dispersées sur plusieurs fronts et leur réaction a été fatalement lente. Au moment où elles ont compris l'ampleur de l'assaut, il était déjà trop tard. L'effet domino a été immédiat et dévastateur. L'effondrement militaire a déclenché une défaillance logistique. Des aérodromes ont été endommagés, des pistes criblées de cratères, et des avions de chasse sont restés cloués au sol. La panique s'est propagée du champ de bataille aux rues de Tel Aviv. Les civils ont afflué vers les abris pendant que les sirènes hurlaient sans fin. Le choc psychologique pour la population israélienne a peu être été plus grand encore que la destruction physique. Le mythe de la suprématie militaire israélienne, bâti sur des décennies, s'est fissuré en une seule nuit. Voici ce que la plupart des grands médias n'oseront pas rapporter. Le moment où l'équilibre régional des forces a basculé pour toujours.
Si l'Iran lance Wave 90X9 dans les prochaines 24 heures, Israël pourrait faire face à un scénario cauchemardesque. Perte totale de supériorité aérienne, perte massive et possibilité bien réelle d'une guerre multifront qu'il ne pourrait pas gagner seul. La nuit de Wave 90X8 n'a pas seulement été une bataille. Elle a été le tournant d'une nouvelle ère de la guerre moderne. Pendant que le ciel au-dessus d'Israël brûlait, Washington faisait face à sa crise la plus grave au Moyen-Orient depuis des décennies. Les États-Unis, l'allié le plus proche et le plus puissant d'Israël, ont réagi avec un mélange de choc, de colère et de retenue calculée. Dans les heures qui ont suivi le barrage iranien, le président Alimb a convoqué une réunion d'urgence à la Maison-Blanche. Les satellites de renseignement américains avaient suivi le lancement en temps réel. Pourtant, aucun avertissement efficace n'était parvenu au commandement israélien à temps pour empêcher la catastrophe. Publiquement, les États-Unis ont publié leur condamnation la plus ferme, qualifiant l'attaque d'acte de barbarie et réaffirmant leur soutien indéfectible au droit d'Israël à se défendre. En privé, toutefois, les responsables américains étaient furieux à la fois contre l'Iran et contre Israël. Contre l'Iran pour avoir franchi toutes les lignes rouges et contre Israël pour avoir sous-estimé la menace malgré des briefings répétés du renseignement américain. Dans une formule digne de l'ère Trump, cela aurait été vendu comme une préparation maximale, une expression étrange quand l'avertissement arrive après le cratère. Militairement, les États-Unis ont réagi rapidement, mais avec prudence. 2 groupes aéronavals supplémentaires ont été envoyés vers l'est de la Méditerranée et le golfe Persique. Des bombardiers B-52 ont été placés en état d'alerte renforcée et des batteries supplémentaires de défense antimissiles Patriot et TAAD ont été dépêchées vers des emplacements clés en Jordanie, en Arabie Saoudite et en Israël même. Pourtant, il n'y a eu notamment aucune implication directe immédiate des Américains au combat. Aucun avion américain n'a pénétré l'espace aérien iranien. Aucun missile Tomahawk n'a frappé des sites de lancement iraniens. Cette réponse mesurée a révélé une dure réalité géopolitique. L'Amérique était tirée à l'extrême. Avec ses engagements en cours en Europe et dans l'Indo-Pacifique, Washington est de plus en plus réticent à se laisser entraîner dans une autre grande guerre au Moyen-Orient, surtout une guerre qui pourrait dégénérer en conflit direct avec l'Iran, un pays désormais profondément intégré à l'axe Russie-Chine. La réaction de l'OTAN a été encore plus révélatrice. Même si plusieurs dirigeants européens ont exprimé leur solidarité avec Israël, l'Alliance dans son ensemble n'a offert qu'un soutien diplomatique. L'Allemagne et la France ont appelé à la désescalade, tandis que la Grande-Bretagne a discrètement renforcé sa présence navale, sans prendre d'engagement fort. Le message de l'Europe était clair. C'est d'abord le problème de l'Amérique et d'Israël. La vérité est inconfortable. Pendant des années, les États-Unis ont versé des dizaines de milliards dans les systèmes de défense israéliens, convaincus que la technologie pouvait garantir la sécurité. Wave 90X8 a exposé les limites de cette stratégie. Washington se retrouve maintenant dans une position difficile, forcé de soutenir un allié abîmé tout en tentant désespérément d'éviter une guerre régionale capable de faire bondir les prix du pétrole, de déstabiliser les marchés mondiaux et d'offrir des victoires stratégiques à la Russie et à la Chine. La question du rôle de l'Amérique est devenue inévitable. L'Amérique a peu été prise de court, ou elle a peu être délibérément choisi de se retenir. Certains analystes suggèrent que les États-Unis avaient prévu une réponse iranienne majeure, mais espéraient qu'Israël pourrait la gérer seul. D'autres soutiennent que Washington joue maintenant la montre, absorbe le choc, renforce les défenses et prépare une contre-campagne plus longue et plus calculée. Une chose est certaine, l'ère de la domination américaine incontestée au Moyen-Orient subit une pression sévère. Les images de la 90X8 division en flammes ont affaibli non seulement Israël, mais aussi la crédibilité de la dissuasion américaine dans toute la région. Alors que la fumée continue de s'élever au-dessus de Tel Aviv, le monde regarde pour voir si les États-Unis s'avanceront comme la superpuissance décisive ou s'ils seront forcés de gérer leur déclin en temps réel. L'habitude pro-Trump de confondre le volume avec la stratégie paraît moins convaincante quand l'autre camp apporte du vrai. Pendant que Washington tentait en urgence de contenir les dégâts, Moscou et Beijing observaient la crise se déployer avec une satisfaction stratégique froide. Pour la Russie, le barrage massif de missiles iraniens représentait un grand succès dans sa stratégie à long terme de guerre asymétrique contre l'Occident. Des conseillers militaires russes et des systèmes avancés de guerre électronique auraient joué, selon de nombreuses estimations, un rôle silencieux mais crucial pour aider l'Iran à pénétrer les défenses israéliennes. Moscou fournit à l'Iran des composants essentiels, du renseignement satellitaire et des leçons tirées de sa propre expérience en Ukraine, notamment en matière de tactique de saturation et de défaite des systèmes de défense aérienne occidentaux.
Le président russe Vladimir Poutine n'a fait aucune déclaration publique immédiate, mais des sources proches du Kremlin ont décrit l'attaque comme une réponse naturelle à l'agression israélienne. En coulisses, la Russie est clairement gagnante. En gardant l'Iran fort, Moscou force les États-Unis à détourner des ressources de l'Ukraine et de l'Europe. Chaque porte-avions américain envoyé au Moyen-Orient représente une menace de moins près de la mer Noire ou du détroit de Taïwan. La position de la Chine est plus calculée et économiquement impitoyable. Beijing n'a pas soutenu ouvertement l'attaque, mais la Chine est devenue le plus grand client pétrolier de l'Iran, achetant des millions de barils à prix réduit malgré les sanctions occidentales. Les diplomates chinois ont appelé toutes les parties à la retenue, tout en profitant discrètement du spectacle de l'allié régional le plus important de l'Amérique, en train de saigner. Pour la Chine, ce conflit est un test de résistance parfait. Il révèle les limites de la projection de puissance américaine et expose la fragilité réelle de l'ordre dirigé par l'Occident. Les ingénieurs chinois ont étudié chaque détail des performances du missile IMAD. Ces données influenceront directement les doctrines chinoises en matière d'armes hypersoniques et de guerre de saturation. Des leçons qui pourraient un jour être appliquées en mer de Chine méridionale ou contre Taïwan. C'est une escalade par procuration classique. L'Iran ne combat pas seul. Il est devenu la pointe avancée d'un axe lâche, mais de plus en plus coordonné. Russie, Chine, Iran et Corée du Nord, qui contestent systématiquement la domination américaine sur plusieurs théâtres simultanément. Pendant que l'Iran tire les missiles, la Russie fournit la technologie et la Chine offre les lignes de vie économiques et la couverture diplomatique. L'objectif stratégique est clair. Épuiser les ressources américaines, affaiblir les alliances des États-Unis et accélérer le passage d'un monde unipolaire à un monde multipolaire. Chaque char israélien détruit et chaque aérodrome en flammes au Moyen-Orient rendent la garantie de sécurité américaine plus coûteuse et moins fiable. Alors que Tel Aviv fume encore, la Russie et la Chine ne se pressent pas pour mettre fin au conflit. Elles se positionnent pour profiter de sa prolongation, transformant le Moyen-Orient en deuxième front qui maintient Washington en déséquilibre permanent. Le message de ce nouvel axe est impossible à manquer. L'âge de la puissance occidentale incontestée est terminé. Au-delà des missiles et de la technologie, les guerres sont finalement décidées par une force invisible, mais décisive, la volonté humaine de combattre. Dans la nuit de Wave 90X8, l'Iran a démontré un niveau de détermination nationale qui a stupéfié le monde. Pendant des décennies, la République islamique a enduré des sanctions paralysantes, des assassinats, des sabotages et des menaces militaires constantes. Pourtant, au lieu de se briser, le peuple iranien et ses forces armées se sont endurcis. Les jeunes opérateurs de missiles qui ont lancé le barrage d'Imad ne combattaient pas seulement pour un territoire. Ils combattaient pour la dignité, pour la survie et pour la vengeance contre des années d'humiliation perçues. C'est le pouvoir de la conviction. Les soldats iraniens et les commandants des gardiens de la Révolution parlent ouvertement de défense sacrée. Ils voient ce conflit non pas comme une guerre limitée, mais comme une lutte existentielle contre ce qu'ils appellent les puissances arrogantes. Cette croyance crée une volonté d'endurer la douleur, le sacrifice et le risque que l'argent ne peut pas acheter. Pendant qu'Israël comptait sur des systèmes de défense à plusieurs milliards de dollars, l'Iran comptait sur la volonté de son peuple de continuer à lancer, même si cela signifiait absorber une lourde riposte. Cet avantage psychologique s'est révélé décisif. Du côté israélien, l'état d'esprit est passé d'une confiance suprême à un choc profond et à l'incertitude. La 90X8 division, autrefois symbole de guerriers d'élite intrépides, a été brisée en une seule nuit. Pour une nation bâtie sur le mythe de l'invincibilité militaire, c'était plus qu'une défaite tactique, c'était une blessure spirituelle. Les civils de Tel Aviv, qui faisaient autrefois confiance au dôme de fer, remettent maintenant tout en question. Des réservistes signalent une baisse du moral. L'aura de force qui dissuadait les ennemis depuis des décennies a été gravement endommagée. L'histoire montre à répétition que la technologie sans esprit combatif finit par vaciller. L'expérience américaine au Vietnam et en Afghanistan l'a prouvé. Israël apprend maintenant la même leçon. Peu importe le niveau d'avancement des armes, si la volonté qui les soutient est fragile ou trop dépendante des machines, elle peut être submergée par un adversaire qui refuse de céder. L'Iran a transformé la nécessité en force. Isolé des chaînes d'approvisionnement occidentales, il a construit ses propres missiles, formé ses propres opérateurs et forgé une volonté nationale inébranlable. Son slogan « Nous ne nous agenouillerons pas » n'est pas de la propagande. Il est devenu une réalité du champ de bataille. C'est là que la confiance des rassemblements électoraux se heurte à l'arithmétique du champ de bataille. Les slogans n'interceptent pas les missiles. C'est le facteur caché que beaucoup d'analystes occidentaux refusent encore de comprendre. La force intérieure bat la puissance empruntée. Alors que la fumée s'élève au-dessus des ruines de la 90X8 division, une chose est claire.
Le camp qui possède la conviction la plus forte et la plus grande volonté de sacrifice prend l'élan. Dans les jours à venir, cette bataille des volontés pourrait se révéler encore plus importante que la bataille des missiles. Les feux qui consument la 98 Division ne brûlent pas seulement au Moyen-Orient. Ils éclairent une transformation profonde de l'ordre mondial. Ce qui s'est produit dans la nuit de Wave 98 marque un chapitre décisif dans la transition d'un monde unipolaire dominé par les États-Unis vers une nouvelle réalité multipolaire. Pour la première fois depuis des décennies, une puissance régionale appuyée par l'axe émerge de la Russie, de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Nord a directement et avec succès défié le pilier militaire central de la puissance américaine au Moyen-Orient. Ce n'est plus seulement un conflit Iran-Israël. C'est un champ de bataille par procuration où le nouvel alignement mondial teste sa force contre l'ancien ordre. La Russie fournit l'expertise en guerre électronique et la couverture diplomatique. La Chine apporte l'oxygène économique par des achats massifs de pétrole et des transferts technologiques silencieux. La Corée du Nord contribue par son savoir-faire en missiles balistiques et possiblement par du matériel. L'Iran fournit le sang, les missiles et la volonté. Ensemble, ils forment une coalition lâche, mais de plus en plus efficace, qui épuise les ressources américaines sur plusieurs continents en même temps. Les États-Unis se retrouvent maintenant dans une impasse stratégique impossible. Ils doivent défendre Israël, dissuader l'Iran, soutenir l'Ukraine et contenir la Chine dans l'Indo-Pacifique, tout cela en même temps. Leurs bases militaro-industrielles peinent à reconstituer les stocks, pendant que leurs adversaires produisent des armes à une fraction du coût et en quantité bien plus grande. Le mythe de la suprématie militaire américaine se fissure. Le même dôme de fer qui était autrefois présenté comme invincible a été exposé comme vulnérable aux tactiques de saturation. La garantie de sécurité inflexible que Washington offre à ses alliés paraît soudain beaucoup plus coûteuse et beaucoup moins fiable. De Riyad à Tokyo, des alliés réévaluent discrètement la sagesse de dépendre uniquement de l'Amérique. La vieille doctrine du « payez-nous et faites-nous confiance » commence à sonner creux quand la facture dépasse la protection. Nous assistons à la fin d'une époque, le moment unipolaire de l'après-guerre froide où les États-Unis pouvaient façonner le monde presque sans contestation s'efface. À sa place émerge un système multipolaire fragmenté, dangereux et hautement compétitif, où des puissances régionales armées de missiles de précision, de drones et d'une volonté inébranlable peuvent réécrire les règles. La destruction de la 98 Division est plus qu'une défaite militaire. C'est un symbole. Le symbole que la supériorité technologique seule ne suffit plus. Le symbole que des nations prêtes à endurer les sanctions, à combattre de façon asymétrique et à maintenir une détermination de fer peuvent humilier même les armées les plus puissantes. Le monde change plus vite que la plupart osent l'admettre. La question n'est plus de savoir si l'ancien ordre survivra, mais avec quelle violence il résistera à son propre déclin. La question plus profonde est de savoir quel nouvel ordre surgira des cendres. La nuit de Wave 98 est terminée, mais le feu qu'elle a allumé ne fait que commencer à se propager. Ce qui s'est produit était plus que la destruction d'une division d'élite ou l'échec de systèmes de défense à plusieurs milliards de dollars. C'était un basculement fondamental dans l'équilibre mondial des forces. Un moment où la détermination, les nombres et la patience stratégique ont vaincu l'arrogance technologique. La 98 Division gît en ruine. Tel Aviv reste sous le choc, et le mythe de l'invincibilité a été brisé pour toujours. Maintenant, le monde retient son souffle. L'Iran pourrait lancer Wave 99 et pousser ce conflit vers une guerre totale. Israël pourrait répondre avec tout ce qui lui reste, au risque de provoquer une explosion régionale plus large. Et surtout, les États-Unis pourraient enfin s'engager pleinement, ou être forcés de regarder leur plus solide allié au Moyen-Orient se battre seul. Les réponses façonneront la prochaine décennie. L'ancien monde brûle. Un nouvel ordre s'élève des flammes. Wave 99 peut être déjà en préparation.